Ça filme. OK. Salut tout le monde, moi c'est Émile Roy, j'ai 21 ans, là je suis dans une chaloupe sur un lac. Au début de ce confinement, je me suis lancé un défi, celui de lire 40 livres en quarantaine. Et je l'ai fait, j'ai lu 40 livres en 77 jours et cette vidéo, ben, c'est mon retour sur ce défi qui était plutôt intense. C'est parti! Me voici sur mon balcon à Montréal. Alors, ce que je vais faire, c'est assez simple. Je vais classer les 40 livres que j'ai lus en ordre du moins marquant au plus marquant. Et ça, c'est un bus. OK, en fait, juste avant de commencer, il y a quelques petites notes importantes à faire. Les critiques de livres que je vais faire sont bien entendu subjectives. C'est mon opinion. Le classement des 40 livres pourrait être entièrement différent selon votre expérience de lecture, parce que chaque expérience de livre est unique à chacun. Deuxièmement, les critiques que je vais faire vont être vraiment très courtes. Je vais faire seulement quelques phrases par livre. Si je prenais plusieurs minutes par livre, ça prendrait littéralement des heures, cette vidéo. Troisièmement, rapidement, j'ai déjà fait 3 vidéos sur mon défi 40 livres en quarantaine, ce qui veut dire que j'ai déjà parlé de 25 livres sur 40. Donc, je vais aller un petit peu moins en profondeur pour les livres dont j'ai déjà parlé. Il va y avoir un astérix sur ces livres-là. Et donc, pour compléter cette vidéo, pour avoir plus d'infos, ben, je vous invite à aller voir mes 3 vidéos que j'ai déjà fait sur ce défi. OK, une dernière chose avant de commencer. J'ai calculé et dans ce défi, j'ai lu 9090 pages en 77 jours. Ce qui paraît beaucoup, mais ce qui n'est pas tant que ça revient seulement à 120 pages par jour. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ce défi est accessible absolument à tout le monde. Moi, je lis pas particulièrement rapidement. Et c'est uniquement une question d'habitude, une question de volonté à tous les jours. Et ça se fait vraiment quand même assez bien. OK, sans plus tarder, le classement. Impala de Carol David. Pour être 100% honnête, ce livre, Impala, m'a pas beaucoup marqué. Ça se passe à Montréal dans les années 60. Il y a une histoire de criminalité derrière aussi. C'est surtout une histoire de famille. Je pense qu'on peut trouver plus de choses intéressantes dans la poésie de Carol David que j'ai envie de lire. Mais voilà, pas un livre hyper marquant. C'est pour ça que c'est mon dernier, c'est le numéro 40. Numéro 39 sur 40, Lettre à un jeune poète de Rainer Maria Rilke. C'est pas un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est un livre que je trouve parfois condescendant, le style m'a peu rejoint. Il y a des livres comme Les mots de Jean-Paul Sartre qui, je trouve, donnent des meilleurs conseils à des jeunes créatifs, à des jeunes écrivains. Truisme de Marie Dariussec. Truisme, c'est l'histoire d'une jeune fille qui se métamorphose en truie. Donc, c'est une métamorphose un peu à la Kafka. C'est une fable intéressante sur les regards qu'on peut poser sur le corps de la femme, que ce soit les regards extérieurs ou intérieurs. Mais c'est pas un livre que j'ai beaucoup aimé. Pour être 100% honnête, ce livre m'a donné un petit peu la nausée. Ce livre a été difficile pour moi à lire. J'ai eu envie de rajouter quelques notes au montage sur Truisme de Marie Dariussec. Quand je parle de nausée, je parle uniquement de mon ressenti personnel par rapport à la façon dont Marie Dariussec a d'illustrer les événements dans son livre. Je pense définitivement que c'était voulu de Marie Dariussec d'avoir des images qui provoquent, qui rendent parfois mal à l'aise le lecteur. Mais dans mon cas, même si le propos est fort, j'ai eu de la difficulté à la lecture de ce livre. Voilà, le propos est intéressant, mais c'est pas la meilleure expérience de lecture pour moi. Numéro 37, Dans le café de la jeunesse perdue de Patrick Modiano. Bon, même si j'aime beaucoup le style de Modiano et j'aime beaucoup ses histoires, ce livre, c'est celui qui m'a le moins rejoint. L'histoire dans ce livre est un peu plus éparpillée, il y a plusieurs narrateurs, ça se passe dans une même période à Paris, un moment un peu nostalgique pour chacun de ses personnages. Mais pour moi, ce livre n'a pas eu la même force que Dora Bruder, par exemple, de Modiano, ou certains autres que j'ai lus. Voilà, peut-être pour le style, pour les personnages, mais sans plus pour moi. Le zèbre de Alexandre Jardin. Bon, c'est un livre que j'ai quand même aimé. C'est pas un livre que j'ai détesté du tout. J'ai trouvé que c'était bien écrit. Par contre, si je le compare avec beaucoup des livres que j'ai lus par la suite dans le défi, il y a une profondeur, il y a une substance, il y a un deuxième discours qu'il n'y a pas dans ce livre-là et qu'il y a dans beaucoup des autres livres que j'ai lus. On en tire ce qu'on peut en tirer sur l'amour, sans plus. Mais c'est un bon livre quand même, et surtout pour le style d'écriture qui est très intéressant.
discours de la méthode de Descartes. C'est le fameux cogito de Descartes, je pense, donc je suis. Dans cet essai philosophique, Descartes va nous expliquer sa méthode de pensée, sa méthode pour analyser le monde, qui est basée sur la raison, sur l'esprit, sur la rationalité humaine. Bon, pour être 100% honnête avec vous, moi je préfère les philosophies qui sont plus empiristes, donc plus basées sur les sens. Et c'est pour ça que ce livre, pour moi, il n'a pas été hyper marquant, même si c'est un livre qui est vraiment intéressant, qui est important dans l'histoire de la philosophie et de la pensée. C'est pas le livre philosophique qui m'a le plus marqué. Lettres philosophiques de Voltaire. C'est un livre qui est intéressant. Voltaire est allé à Londres 2 ans dans sa vie. Il a vraiment absorbé la culture là-bas, le théâtre, la science de Newton, les nouvelles idées des Lumières. Et c'est un livre qui a été important à son époque pour nous faire arriver d'une certaine manière dans le siècle des Lumières avec les nouvelles idées humanistes. C'est aussi un livre qui est drôle. Voltaire a un réel sens de l'humour, mais qui n'a pas été si marquant pour moi. Il y a des livres philosophiques qui ont été plus marquants que ça et que je vais vous recommander plus tard dans cette vidéo. Numéro 33, Indignez-vous de Stéphane Hessel. Indignez-vous de Stéphane Hessel, c'est un court essai et j'ai envie de dire peut-être plus actuel que jamais en ce moment. C'est des réflexions qui sont très pertinentes et inspirantes sur l'indignation citoyenne, sur les protestations citoyennes pour des causes sociales, des causes qui sont importantes pour nous. Il y a des exemples très précis dans le livre comme la situation de la Palestine qui sont forts et qui appuient très bien son propos. Donc c'est un court livre que je recommande surtout en ce moment pour ceux qui ont envie de se lever pour des causes qui sont importantes. J'irai cracher sur vos tombes de Boris Vian. C'est un petit livre accrocheur. J'ai bien aimé ce livre de Boris Vian. J'ai trouvé que les personnages étaient particulièrement intéressants, profonds, torturés un petit peu. La fin du livre est particulièrement intense. C'est un bon livre, sans plus. Pour de vrai, de Patrice Desbiens. C'est un très beau recueil de poésie d'un poète franco-ontarien que je recommande. J'ai découvert ces poèmes avec un sourire, c'est vraiment bien écrit, c'est intelligent, c'est très drôle aussi. Je pense que je vais vous en lire un pour vous donner une idée. Ça s'appelle « Une longue histoire courte. La vie est tombée sur la tête. La vie est tombée dans les escaliers. Personne m'a poussé, dit la vie. C'était un accident. La police prend des poètes en otage et leur fait écrire le rapport. Comme ça, elle s'assure que jamais personne va le lire. » Donc, beaucoup d'autodérision, beaucoup d'humour et en même temps des réflexions intéressantes sur la poésie aujourd'hui et sa faible représentation un peu partout. Donc, un beau petit livre que je conseille et c'est important d'encourager aussi la poésie et les poètes. Lettre à un ami allemand d'Albert Camus. J'ai un peu de difficulté à considérer ça comme un vrai livre parce que c'est vraiment plus 4 articles qui ont été réunis dans un livre d'Albert Camus pendant la Résistance, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est des très beaux articles, très forts, très bien écrits sur la non-violence, sur la résistance, sur le peuple français aussi. Et c'est un bel hymne de Camus aussi à travers ces 4 articles à la France et à l'esprit avant l'épée. Donc c'est un livre que j'ai bien aimé, mais qui va pas assez en profondeur pour moi. Donc on va revenir à Camus très bientôt. L'Avare de Molière. L'Avare, c'est une bonne pièce de théâtre classique en 5 actes. Cette pièce, c'est à la fois un bon divertissement, c'est très drôle, et c'est aussi un commentaire social sur les gens à l'époque de Molière. C'est Molière, donc pour la langue française aussi, c'est très intéressant à lire, et je pense que c'est une pièce aussi qu'il faut aller voir au théâtre si on en a la chance. L'existentialisme est un humanisme de Jean-Paul Sartre. J'ai beaucoup aimé ce petit livre qui est en fait une sorte de résumé de la philosophie de Jean-Paul Sartre, de son existentialisme. C'est un exposé très clair justement de sa philosophie où l'existence précède l'essence. C'est pas le livre où il rentre le plus en profondeur dans ses idées. On a envie de lire L'être et le néant, on a envie de lire la nausée. Et c'est aussi un livre dans lequel c'est intéressant de voir comment il se justifie face à ses critiques. Voilà, c'est un petit livre intéressant, moi qui m'a accroché à sa philosophie et qui m'a donné envie d'en lire plus, et c'est pour ça que je vous le recommande. Numéro 27 sur 40, Oedipe, roi de Sophocle. C'est une tragédie grecque bien connue, celle où Oedipe se rend compte que sa femme est en fait sa mère et qu'il a tué son père. Bon, c'est une grande tragédie grecque. J'ai été étonné d'une chose, c'est que Sophocle, dans ces 2 livres que j'ai lus, Antigone et Oedipe, un style très accessible en fait. Son écriture, qui date d'il y a près de 2500 ans, est toujours aussi accessible. On comprend toujours aussi bien ses histoires et c'est la force de Sophocle.
Zazie dans le métro de Raymond Queneau. J'ai beaucoup aimé ce livre de Raymond Queneau. C'est du Boris Vian, mais plus subversif, plus ironique. C'est un livre qui est unique. C'est vraiment un style unique, mais ça m'a beaucoup rejoint. J'ai bien aimé. C'est un livre qui est tout en crescendo et ça m'a donné envie de voir le film de Louis Malle, donc à voir, mais vraiment un très bon livre. Numéro 25, qui est d'ailleurs mon chiffre chanceux, donc la pression est haute. Le Malade imaginaire de Molière. C'est ma pièce préférée de Molière que j'ai pu lire. Elle est extraordinairement drôle. Cette pièce est un pic de Molière, une genre d'attaque, une attaque entre guillemets, là, une sorte de satire de Molière sur la mort et sur les malades imaginaires. Donc c'est ces gens qui s'imaginent être malades constamment et c'est rire de tous ces codes-là, ces codes de bienséance qui vont avec les sciences et avec la médecine. Et je la recommande, moi j'ai bien aimé, c'est Molière, c'est ultra bien écrit et c'est drôle à lire. Du contrat social de Rousseau. C'est un grand livre philosophique qui ne peut en fait que te marquer en fait à la lecture parce que c'est un texte qui est tellement fondateur, qui est fondateur pour nos institutions, nos gouvernements modernes, qui est fondateur aussi pour le concept de souveraineté et même pour les droits qu'on essaie le mieux possible d'appliquer aujourd'hui. Il y a beaucoup de ces concepts-là qui tirent leurs origines de ce texte de Rousseau, qui est vraiment important. Il y a des bémols quand même, comme beaucoup de gens de son époque. Rousseau a fait certaines erreurs, notamment quand il parle de démocratie. On n'est pas toujours d'accord avec lui, mais moi, ça m'a appris beaucoup de choses et c'est pour ça que je le recommande. Les mots de Jean-Paul Sartre. Je me suis reconnu dans les pensées du jeune Sartre qui rêve de devenir un grand écrivain. Je me suis reconnu dans ses illusions sur les rêves, sur le succès, sur la culture et la littérature. Cette sorte de naïveté de l'enfance qui nous amène à faire peut-être des grandes choses. C'est un livre qui est très touchant et qui a des belles réflexions sur le rôle de la littérature. King Kong Theory de Virginie Despentes. Lire King Kong Theory, c'est une expérience particulière, une expérience, je pense, qui laisse personne de marbre. Virginie Despentes a un style très direct, très provocateur parfois et aussi très rafraîchissant. Ça fait du bien de lire un féministe qui est très libérateur, qui parle de pornographie, qui parle de prostitution, qui parle de viol aussi. Et c'est difficile à lire parfois. C'est un livre qui parle de sujets qui sont sensibles, mais qui est très éclairé et qui, je pense, est nécessaire aujourd'hui. C'est un ouvrage important qui a, je pense, influencé beaucoup de gens et qui continue d'être aussi marquant. Donc, c'est un livre qui est à lire. Numéro 21 sur 40, Le Monde de Sophie de Jostein Gaarder. Quoi dire de plus à part que c'est un excellent livre? Pour moi, honnêtement, Le Monde de Sophie, c'est la meilleure introduction à la philosophie, point, où on mêle fiction, une histoire de fiction avec la jeune Sophie. Et c'est aussi un cours sur tous les plus grands philosophes de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ultra accrocheur. Les pages se tournent très vite, ça se lit très vite. Autant pour les plus jeunes que pour les plus vieux, on va trouver quelque chose d'intéressant dans ce livre. C'est à lire. Le maître du haut château de Philippe Cadic. Philippe Cadic, c'est de la très bonne science-fiction dans le sens où il imagine toujours des mondes qui sont à la fois réalistes et à la fois dystopiques. Et dans ce livre-là que j'ai beaucoup aimé, Le maître du haut château, Philippe Cadic imagine le monde suite à la victoire des nazis et des Japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il renverse complètement les dynamiques sociales. C'est un livre qui est profondément intelligent, qui est profondément bien écrit aussi et qui est très accrocheur vraiment du début à la fin. C'est un livre que je recommande. Numéro 19, Andromaque de Racine. Je l'ai beaucoup aimé cette pièce. C'est un schéma narratif qui est très unique, une grande tragédie où chaque personnage aime un personnage qui lui est impossible à atteindre. À la fin de la pièce, on se doute bien que ça se termine pas de manière très sympathique pour tout le monde. Et même au niveau de sa structure et de ses codes, c'est une pièce de théâtre classique que je recommande absolument. Dora Bruder de Patrick Modiano, un livre que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup touché, qui a été difficile émotionnellement à lire quand même parce qu'on y raconte l'histoire d'une jeune fille disparue pendant l'Holocauste, pendant la Seconde Guerre mondiale, une jeune fille qui est juive. C'est une histoire vraie aussi, ce livre-là. Ça a été une enquête de Patrick Modiano pour retrouver les traces de cette jeune fille perdue. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce livre, c'est aussi que Patrick Modiano compare son enfance, qui est étrangement similaire à celle de Dora Bruder, cette jeune fille. C'est un livre qui est vraiment qui est touchant, qui est bien écrit, qui est bouleversant aussi. Et c'est mon préféré de Modiano, donc je vous le conseille. La chute de Albert Camus. C'est un monologue d'un homme qui est torturé par sa culpabilité.
C'est un magnifique livre qui est un peu plus sombre que la plupart des livres de Camus que j'ai pu lire. C'est un livre sur l'impuissance des hommes face aux chutes des gens qui nous entourent. C'est un livre qui parle aussi de vanité, de superficialité. C'est un livre qui est extrêmement bien écrit et je pense qu'il faut le relire à plusieurs moments dans sa vie pour en saisir tous les sens, mais c'est un très très bon livre d'Albert Camus. Abrégé du traité de la nature humaine de David Hume. C'est un abrégé rédigé par lui-même, par David Hume, un philosophe écossais, suite à son traité de la nature humaine qui n'avait pas eu beaucoup de succès. Il a décidé lui-même de résumer les principales idées de son traité dans ce petit livre qui a été mon introduction à sa philosophie empiriste. David Hume est un des premiers empiristes, un des premiers philosophes à croire d'abord en nos sens, à l'expérience de nos sens et de l'observation avant notre esprit, avant notre rationalité et notre raison. David Hume va commencer par séparer nos perceptions en deux catégories, en impressions et en idées. Les impressions, c'est les images directes qui nous viennent à nos yeux. C'est l'image de l'arbre en face de moi qui vient directement à mes yeux, ou c'est encore l'émotion directe que je ressens. Donc la peur, la joie, les émotions directes sont des impressions. Ensuite, les idées, c'est ce qui dérive de nos impressions. C'est nos réflexions sur nos impressions. Pour David Hume, toutes nos idées sont plus faibles que nos impressions. Donc la philosophie empiriste de David Hume qui est expliquée dans cet abrégé m'a beaucoup rejoint. Moi, ça a été une introduction presque jouissive à ses idées, à sa philosophie. Ensuite, j'ai lu un deuxième livre qui va revenir un peu plus tard dans cette vidéo de David Hume, mais je vous le conseille énormément. OK, numéro 15 sur 40. La gloire de mon père de Marcel Pagnol. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé très lumineux ce livre. En fait, c'est un livre parfait que je recommande à lire en été, sous la lumière du soleil, peut-être sur une plage aussi si vous avez la possibilité. C'est un livre qui parle d'enfance. J'ai trouvé très touchant la fin de ce livre. Ça m'a beaucoup touché. Donc c'est un livre que je recommande et qui est très lumineux. L'adversaire de Emmanuel Carrère. Ce livre m'a bouleversé. C'est une histoire vraie et c'est l'histoire d'un homme qui a tué sa femme, ses 2 enfants et ses 2 parents avant d'essayer sans succès de se suicider. Et donc c'est très sombre, très difficile à lire, mais c'est aussi, comment dire, c'est extrêmement accrocheur ce livre du début à la fin parce que l'enquête d'Emmanuel Carrère est profondément humaniste et va chercher très loin la psychologie des personnages, on va très loin dans leur traumatisme, dans leur côté sombre. C'est un livre qui est difficile et c'est l'histoire de ce monstre qui a survécu après son crime et c'est des grandes réflexions d'Emmanuel Carrère. C'est un livre qui est impossible à poser une fois qu'on l'a commencé. Moi, je l'ai fini en une soirée. C'est un livre qui m'a vraiment beaucoup marqué. Antigone de Sophocle. C'est mon texte préféré de l'Antiquité que j'ai lu. Parce que Antigone, c'est tellement une histoire qui est encore racontée aujourd'hui. C'est une histoire qu'on voit encore dans les films. Il y a eu d'ailleurs un film québécois il n'y a pas longtemps qui s'appelle Antigone de Sophie Desras. Et le film est excellent, je vous le conseille. Mais donc, c'est une histoire qui traverse le temps énormément. Sérotonine de Michel Houellebecq. J'ai découvert Houellebecq avec Sérotonine. C'est un livre qui est sombre, qui parle de dépression et qui raconte l'histoire d'un homme qui vraiment a des idées noires, qui est un petit peu déconnecté de tout ce qui est actif dans notre société, qui n'a plus vraiment d'emploi, plus de relations, qui se retrouve seul à squatter dans des hôtels de Paris sans réel but à ses journées. C'est très sombre quand même ce livre. Mais il y a vraiment quelque chose de marquant et de véridique dans ce texte de Houellebecq. Houellebecq a cette capacité d'aller pointer du doigt des failles de notre monde, des failles de nos sociétés actuelles. Et il le fait de manière crue, mais marquante. Donc je le conseille, mais peut-être pas à ceux qui ont en ce moment des idées noires, parce que ça reste un livre qui est quand même difficile et qui est assez cru aussi. La subjectivité à venir de Slavoj Žižek. Bon, ce livre, c'est une intro à la philosophie du philosophe slovène Slavoj Žižek. C'est un philosophe qui est contemporain, qui est encore en vie en ce moment, qui est marxiste et qui est aussi un grand adepte de la psychanalyse. C'est un livre que j'ai trouvé très intéressant, notamment pour le concept de l'interpassivité que Slavoj Žižek décrit comme étant l'abandon de notre caractère actif face à des objets. Donc des objets, par exemple une télé, peut être active pour nous. Par exemple, quand on écoute une série comme Friends, où il y a des rires en canne, des rires enregistrés, ben on lègue notre caractère actif à un objet qui devient actif pour nous et nous, on reste passif face à ces objets-là. Excellent dream score.
Il parle aussi de pornographie, il parle aussi des films Matrix. Il y a vraiment des analyses extrêmement intéressantes, profondes, un peu complexes que j'ai pas 100% saisi, mais vraiment, vraiment intéressantes. Et j'ai envie de lire plus de livres de Slavoj Žižek. C'est un très, très bon livre. 10 sur 40, La nausée de Jean-Paul Sartre. Écoutez, ça a été mon préféré de ceux que j'ai pu lire de Jean-Paul Sartre. Ce livre est excellent. Moi, j'ai énormément aimé La nausée. Bon, c'est une fiction, c'est pas un essai philosophique, c'est vraiment une fiction où on va suivre un personnage qui écrit, qui est un écrivain et qui est un peu perdu dans sa vie, dans ses désirs, dans sa carrière aussi. Et à quelques moments dans le livre, le personnage principal va ressentir ce sentiment de la nausée, ce sentiment de l'étrangeté des choses qui l'entourent, ce sentiment d'avoir été placé là, dans l'existence, sans essence en fait. Et c'est peut-être le début de la philosophie existentialiste de Jean-Paul Sartre parce que c'est son premier livre qui a été publié. C'est magnifique parce qu'on parle aussi des émotions humaines, on parle aussi de nostalgie. C'est mon préféré de Sartre et je vous le conseille vraiment beaucoup. Numéro 9 sur 40, Le consentement de Vanessa Springora. Ce livre raconte l'histoire de Vanessa Springora, très jeune, à 14-15 ans, qui a eu une relation avec l'écrivain Gabriel Matineff, qui avait dans la quarantaine. Et donc, c'est un livre qui est difficile à lire, qui parle de pédophilie. C'est un sujet qui est difficile, qui est tabou un peu, mais qui est extrêmement bien raconté, avec finesse, avec beaucoup d'émotion aussi, beaucoup d'authenticité. Les pages de ce livre se tournent très vite, ça se lit d'un coup, c'est fort, ça dénonce son propos très bien aussi. C'est un livre ultra pertinent aujourd'hui en 2020. C'est important que ce genre de livre-là existe et c'est un livre que je vous recommande absolument. Salut! Le deuxième sexe, Simone de Beauvoir. Merci. C'est le plus grand ouvrage que j'ai pu lire sur la condition des femmes. C'est un immense livre. C'est un tour à la fois biologique, psychanalytique, historique, politique, sociologique, mythologique aussi et littéraire sur la femme et ses représentations depuis le début de l'humanité. C'est une grande recherche en fait que Simone de Beauvoir a fait. C'est un livre qui nous oblige à ouvrir les yeux sur le sort de la femme aujourd'hui, malgré le fait qu'il y a eu, heureusement, des évolutions positives depuis le milieu du 20e siècle où elle a écrit ce livre-là. Mais on doit continuer dans ce chemin-là, bien entendu, pour arriver à la vraie égalité homme-femme. Moi, ce qui m'a frappé dans ce livre, c'est quand elle parle des mythes qu'on a créés sur la femme, sur la féminité, sur l'autre avec un grand A, et à quel point ces mythes-là sont puissants et traversent les âges. Ils nous touchent tous, même quand c'est subconscient. Ces mythes sur la femme qu'on a créés nous touchent. Je pense qu'il faut le lire pour continuer de manière éclairée le combat pour les femmes aujourd'hui. Enquête sur l'entendement humain de David Hume. Quel livre marquant! J'ai déjà un peu expliqué certaines idées de David Hume un peu plus tôt, mais il va beaucoup plus en profondeur dans ses concepts, dans sa philosophie empiriste dans ce livre-là. Il parle beaucoup plus des émotions humaines. Et il parle aussi beaucoup plus dans ce livre-là de l'universalité des émotions humaines à travers le temps. C'est-à-dire que selon David Hume, les êtres humains ont été guidés par les mêmes impulsions, par les mêmes émotions depuis l'Antiquité et avant ça, depuis que les êtres humains se sont rassemblés en groupe, en fait. Et donc, l'idée forte dans ce qu'il nous dit, c'est qu'on serait capable, théoriquement, d'inférer des conclusions sur la vie humaine, sur l'expérience humaine, à partir des textes qui sont très anciens, parce que les impulsions émotionnelles humaines restent les mêmes. Ok, je voulais un extrait de l'enquête sur l'entendement humain, c'est parti. Tout le monde reconnaît qu'il y a beaucoup d'uniformité dans les actions humaines, dans toutes les nations et à toutes les époques, et que la nature humaine reste toujours la même dans ses principes et ses opérations. Les mêmes motifs produisent toujours les mêmes actions. Les mêmes événements suivent des mêmes causes. L'ambition, l'avarice, l'amour de soi, la vanité, l'amitié, la générosité, l'esprit public, ces passions qui se mêlent à divers degrés et se répandent dans la société, ont été depuis le commencement du monde et sont encore la source de toutes les actions et entreprises qu'on a toujours observées parmi les hommes. David Hume est très marquant pour moi et on continue. Numéro 6,
L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. C'est un grand livre, c'est un chef-d'œuvre pour énormément de gens. J'aime beaucoup Kundera à la base, mais L'insoutenable légèreté de l'être va très loin dans ses réflexions. C'est peut-être le livre de Kundera qui va le plus loin dans ses réflexions philosophiques sur le kitsch, sur la vanité du monde, sur les médias, sur le pouvoir, sur le communisme, sur l'amour et sur le temps et sur la mort même. Il y a beaucoup de grandes réflexions dans ce livre qui est très poétique. C'est un livre qui est ultra poétique. Il y a des pages qu'on pourrait afficher sur le mur dans un musée, vraiment. Et c'est des très beaux personnages, comme toujours chez Kundera. Donc c'est un livre que, bien entendu, je recommande très fortement. Risible amour de Milan Kundera. Honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire sur ce livre. C'est un excellent livre. Ça a juste été une expérience de lecture extraordinairement jouissive pour moi. J'ai adoré ce livre. Ça a été une belle expérience. En fait, c'est des petites histoires. C'est un ensemble de 5 ou 6 nouvelles sur des relations amoureuses, sur la sexualité, sur la séduction, sur le désir. Et c'est aussi sur les limites du désir, sur les limites des relations amoureuses et sur leur caractère aussi qui est parfois insignifiant. C'est un livre lumineux, intelligent, drôle. Je ne peux que vous le recommander pour passer un bon moment avec ce livre de Kundera. À lire au soleil, excellent livre. Le mythe de Sisyphe de Albert Camus. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes. Le mythe de Sisyphe est le livre philosophique qui m'a le plus marqué de tout ce défi. Ok, mon micro était beaucoup trop loin de moi dans le segment vidéo, donc je le refais dans mon studio rapidement. Le mythe de Sisyphe, c'est mon 4e livre sur 40. C'est un livre ultra marquant pour moi. Albert Camus se pose la question dans ce livre-là, la question philosophique. Est-ce que l'homme, est-ce que l'être humain doit se suicider ou pas? Bon, c'est une question très directe, très crue, mais y répondre, c'est choisir d'une certaine manière son camp philosophique. Et j'ai trouvé hyper juste la manière de Camus de répondre à cette question, qui nous dit en fait que dans l'accomplissement du quotidien, dans le difficile, à travers les obstacles, à travers le rocher que doit pousser Sisyphe jusqu'en haut de la montagne, on peut trouver son compte, on peut trouver son bonheur, on peut trouver son accomplissement personnel. Voilà pourquoi le mythe de Sisyphe d'Albert Camus, c'est pour moi la meilleure fondation philosophique pour une existence. Pour accepter d'une certaine manière le quotidien, les douleurs aussi qui vont avec la vie, avec les problèmes de la vie. Le mythe de Sisyphe, pour moi, c'est le meilleur livre. Le mythe de Sisyphe a tellement été marquant pour moi que je me suis fait faire un tatou. Ma copine m'a fait un tatou, en fait, du mythe de Sisyphe sur l'épaule. Donc, pour la vie, je vais avoir ce symbole très fort gravé sur moi de la responsabilité et de l'éternel recommencement qui peut nous mener au bonheur. Numéro 3, Fiction de Georges-Louis Borges. Il faut lire les nouvelles de Borges. C'est d'une intelligence extraordinaire. Moi, j'ai adoré ces histoires de Borges qui sont des histoires de labyrinthe, des histoires d'infini, des histoires où l'être humain se perd dans des concepts métaphysiques très poussés. C'est très drôle aussi, il y a des nouvelles qui sont très drôles. Il faut simplement lire Fiction de Borges. C'est des excellentes nouvelles, moi, qui m'ont marqué, vraiment, et que je vous conseille. La peste, Albert Camus. Ce livre est gigantesque. C'est un immense livre, c'est une immense œuvre d'Albert Camus, un auteur que vous avez deviné, j'aime beaucoup. C'est écrit avec le génie d'Albert Camus et au-delà de la peste, c'est un livre qui parle de l'homme face à l'adversité. Et ça peut s'appliquer à plein de situations, c'est des métaphores, des allégories, oui, sur le régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ce livre-là a une portée qui est universelle, qui peut s'appliquer à tellement de choses. Quand on parle de l'homme face à un ennemi, de l'homme face à un combat, Albert Camus croyait aux hommes, à leur pouvoir, à leur capacité de collaborer aussi. Et en terminant, Albert Camus, selon moi, a réussi quelque chose qui est difficile. Il a réussi à saisir les incroyables contradictions de l'existence et de l'humanité à travers ses mots, à travers ses phrases qui sont ultra percutantes. Et ça, c'est fort. Il faut lire Albert Camus, il faut lire La peste. OK. Numéro 1 sur 40, c'est Lolita de Vladimir Nabokov. C'est le livre que j'ai pu lire dans ce défi que j'ai trouvé le mieux écrit.
En fait, je crois que Lolita de Vladimir Nabokov, c'est le livre le mieux écrit que j'ai lu de toute ma vie. Je crois. Faudrait confirmer, mais je suis assez confiant. C'est extraordinairement intelligent. C'est un livre qui dénonce son propos. C'est un livre qui a été appuyé par des femmes comme Vanessa Springora qui ont dénoncé la pédophilie, qui ont raconté leurs histoires et qui ont appuyé très fortement ce livre parce que ce livre, dans son intelligence, dans ses personnages qui sont ultra bien développés, dénonce son propos. Ce livre raconte une histoire qui est difficile. Il parle d'une relation de pédophilie entre un adulte et une jeune fille. Ok, je me permets d'ajouter quelques commentaires en faisant le montage sur Lolita parce que c'est important de regarder ce que Nabokov a dit sur son œuvre et c'est aussi important de regarder ce que beaucoup d'intellectuels ont dit sur son œuvre par la suite. Et ce qui revient, c'est que la fiction n'a pas toujours, par définition, un avis moral sur ce qu'elle représente. Autrement dit, c'est pas parce qu'on illustre un phénomène dans une fiction qu'on a nécessairement un avis moral sur ce phénomène-là en question. Au contraire, je veux dire, la fiction doit être capable de pouvoir représenter tout ce qui existe dans la vraie vie, parce que sinon, on laisse aux nouvelles, aux journaux, à la télé, aux réseaux sociaux, l'unique responsabilité de représenter la réalité, alors que la réalité doit pouvoir se représenter dans des œuvres culturelles et littéraires. Et donc, dans le cas de Lolita, c'est pas parce qu'on représente des situations de pédophilie qu'on encense la pédophilie, bien au contraire. En fait, le livre dénonce ce qu'il représente, autant qu'on doit pouvoir être capable de parler de tous les sujets de la vie, soit pour les dénoncer, soit pour simplement les illustrer dans le contexte d'œuvres culturelles, tout simplement. Il y a des références littéraires presque à chaque page dans ce livre. En fait, il faut avoir tout lu presque pour comprendre toutes les références dans ce livre, toute la poésie des contradictions d'ailleurs. C'est un livre sur les grandes contradictions psychologiques. Pour moi, sans aucun doute, Lolita de Nabokov, c'est un chef-d'œuvre. C'est un de ces livres très rares qui nous font remettre en question beaucoup de choses et qui nous donnent envie de plonger encore plus loin dans les livres. Je pense qu'il faut entrer dans ce livre-là avec une certaine préparation quand même. Il faut connaître un petit peu la vie de Vladimir Nabokov. Il faut connaître ce qui a entouré l'œuvre. Voilà, c'est un chef-d'œuvre et c'est ce qui conclut le classement des 40 livres en quarantaine. Ouh. J'ai eu beaucoup de questions pendant mon défi et après mon défi. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as lu autant? Parce que j'en ai fait deux des défis. J'en ai fait un premier au mois de février où j'ai lu 20 livres et là un deuxième où j'ai lu 40 livres. Ce qui fait que j'ai lu plus de 60 livres depuis le début de l'année. Pourquoi lire autant? Pourquoi cette volonté si soudaine? Parce qu'un soir, comme ça au mois de janvier, j'ai eu une profonde réalisation que je pouvais passer à côté de beaucoup de choses si je faisais pas l'effort de me plonger dans ces univers-là. Si je faisais pas l'effort par moi-même de lire, de m'intéresser à des domaines philosophiques, littéraires, j'ai eu presque une angoisse, en fait, de passer à côté. Dans des années très formatrices de ma jeunesse, j'ai eu peur. Et puis le confinement a quand même aidé dans le sens où j'avais plus de temps aussi pour lire. C'est certain qu'aujourd'hui, j'ai envie de continuer de lire énormément. La lecture va plus jamais me quitter, en fait. Ça c'est sûr et certain. Je peux vous dire que maintenant, quand je vois une bibliothèque, quand je vois des livres en général, je les vois avec un immense intérêt. Avec un intérêt que j'avais pas il y a quelques mois. En terminant, je pense que la lecture, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même, mais ça doit venir absolument d'une volonté individuelle, une volonté profondément motivée, avec de l'intention, la langue, le langage, l'expression humaine en général. J'ai l'impression que c'est une grande partie des réponses. C'est une grande partie du casse-tête de l'humain, une grande partie de la solution pour trouver un sens à son existence et dans l'expression, et dans le langage, et dans la communication d'idées à d'autres. Et moi, c'est sûr que je veux faire ça de ma vie. C'est sûr que je veux raconter des histoires, que je veux communiquer, utiliser le langage pour inspirer, pour faire apprendre des choses et pour apporter, j'espère, de la positivité aussi. Parce que Dieu sait que le monde est très complexe, dur, froid, cruel aussi en ce moment particulièrement. On vit un moment difficile et je crois fondamentalement que l'expression humaine au niveau collectif est une des grandes solutions.
Ce discours n'était pas prévu, pas écrit du tout, j'ai improvisé. Merci beaucoup énormément de me suivre. C'est la fin pour l'instant de mes vidéos lecture. On va revenir à des vidéos sur des sujets qui me touchent vraiment. On va revenir à des vidéos plus travaillées, c'est ça, plus traditionnelles dans ce que j'aime faire. Je vous souhaite à tous une excellente journée, semaine, mois, vie, et on se revoit très bientôt. Salut à tous.